Disons par exemple qu'il n'y a pas de règles de jeu. Il y a un judoka et quelqu'un qui fait du jiu-jitsu. Jiu-jitsu, hein. Bonjour à tous. Cette fois-ci, je vous amène un expert du jiu-jitsu, monsieur Raphaël. C'est ça. Je laisse se présenter à vous. Du coup, je m'appelle Raphaël, je viens de Paris, je m'entraîne au Cercle Tissier à Vincennes, qui est un club assez renommé en Europe. Et je suis ceinture noire maintenant depuis 2023. Je suis un gros compétiteur et je donne des cours et je suis en train d'essayer d'ouvrir mon académie. Just breathe. Woo! Let's take this thing higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher, non-stop. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go higher. Let's take this thing higher. Ok. Et vous donnez des cours dans quelle école ou dans quelle académie aujourd'hui? Je donne des cours un peu partout, là où je m'entraîne bien évidemment. Je travaille beaucoup aussi avec les enfants. J'avais ouvert une section enfants là-bas qui n'était pas encore existante. Comme le jiu-jitsu, ça commence vraiment à exploser en France. Les enfants, ça commence à être une grosse cible. Mais c'est encore un peu jeune. Ça fait pas très longtemps qu'on voit beaucoup de clubs qui font les cours enfants. Il y a encore des clubs qui font pas les cours enfants. Donc c'est un gros créneau pour moi. Je trouve que c'est un très bon travail et du coup je donne des cours à Vincennes, mais aussi dans un autre club à Bondy et aussi des clubs dans des salles qui s'appellent les cercles de la forme. Donc des salles un peu partout dans l'Île-de-France, mais qui sont pas spécifiées sur les sports de combat. Il y a tout. On peut faire des cours de Zumba, des cours de karaté, des cours. Donc voilà. Mais c'est un bon moyen aussi d'attirer plus de gens sur le jiu-jitsu. C'est toujours le but en fait, c'est que de faire qu'il y ait un maximum de gens qui s'entraînent et qui commencent le jiu-jitsu pour faire grandir la communauté. Super. Mais pourquoi les enfants comme cible? Les enfants comme cible parce que c'est eux qui vont faire grandir le sport sur le long terme. Et je trouve que c'est un travail intéressant. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Donc, je pense que il n'y a pas assez de profs qui ont la patience ou qui ont l'envie, en fait, de donner des cours aux enfants. Et moi, ça me plaît vraiment, en fait. Je trouve que c'est vraiment bien. On commence avec les tout petits dès 3-4 ans et jusqu'à adultes. Donc, pour le moment, j'en suis pas encore là. Mais le rêve, c'est de voir un petit qui a commencé avec moi à 4-5 ans et que j'amènerai jusqu'à la ceinture noire. Et je pense qu'il n'y a pas mieux comme action pour, encore une fois, faire grandir la communauté du jiu-jitsu. Super. Comment vous vous êtes retrouvé dans le jiu-jitsu? Un peu par coïncidence. C'est grâce au MMA, honnêtement. Ok. Donc moi, j'ai fait de la boxe pendant des années et il y a un moment donné, je pense comme tout le monde, on a commencé à perdre un peu intérêt pour la boxe. Et j'ai toujours été fan des sports de combat d'une manière générale. Et j'ai toujours bien aimé le Muay Thai, donc j'ai commencé à mixer boxe, kickboxing, etc. Et dans la salle où j'étais, ils ont commencé, pareil, le MMA, ça a commencé à exploser un peu partout. Et ils ont commencé à créer une section MMA. Et du coup, j'ai commencé au début un entraînement par semaine de MMA, en plus de la boxe et du kickboxing. Et dans cette partie-là du MMA, ça a duré 2 mois, 2-3 mois. J'ai pas fait du MMA très longtemps. Okay. Je suis tombé amoureux de la partie grappling. Déjà, quand je regarde le MMA avant, j'aimais beaucoup la partie grappling, les combattants comme Nick Diaz et ce genre de choses. Et j'aimais beaucoup la partie au sol. Donc c'est aussi ce qui m'a un peu attiré vis-à-vis du MMA. Et vraiment, quand j'ai commencé, je suis vraiment tombé amoureux de ça. Et du coup, en même pas 2 mois, en fait, j'ai décidé de me lancer, de me focus seulement sur la partie jiu-jitsu et grappling. Super. Et si vous devez dire, quelle est la vraie différence entre un combattant qui est beaucoup plus, en MMA bien sûr, qui est beaucoup plus focalisé sur le grappling et le jiu-jitsu, comparativement à quelqu'un qui est beaucoup plus kick, boxe? Quelle est la grande différence? La grande différence, aujourd'hui, les athlètes, ils sont tellement complets qu'il n'y a plus une grosse différence. On ne peut pas avoir juste une
une spécialité où on est très fort. Mais la différence, si on revient à l'origine de l'UFC 1, la partie grappling, ça a été forcément la plus forte, quoi. La partie jiu-jitsu, de toute manière, ça a été fait pour ça, pour promouvoir aussi le jiu-jitsu à l'échelle mondiale. Donc c'est sûr, un kickboxer qui a zéro expérience avec le grappling, il va être perdu face à quelqu'un qui fait du jiu-jitsu ou ce genre de sport. Même si on met la lutte dedans, à partir du moment où on attrape quelqu'un, ça devient très compliqué pour les strikers de pouvoir se défendre et savoir quoi faire. C'est vrai. Et qui est votre athlète le plus préféré aujourd'hui en grappling et en jiu-jitsu? En grappling et en jiu-jitsu, Greg Jones. Ok. Voilà. Et en jiu-jitsu? En jiu-jitsu, j'aimais beaucoup Nicolas Merigali avant. Après Roger Gracie, ça reste et même dans le jeu. C'est la racine, quoi. C'est la racine. Et dans le jeu, c'est vraiment un jeu que je trouve, c'est mon jeu. Ouais. Toute proportion gardée. Moi, j'adore Charles Oliveira. Ouais. Je l'adore parce qu'il est très flexible et la manière avec laquelle il se défend au sol, c'est inimaginable. En tant que athlète MMA, on est on est proche de la perfection en termes de mélange. Le but, c'est d'être capable de faire du striking et de faire du grappling et d'utiliser tout mixé. Et c'est sûr que lui, mais tout le monde est fan de Charles Oliveira, je crois. Revenons un peu. Vous avez dit, en France, en fait, le démarrage du jiu-jitsu, ça n'a pas aussi démarré très tôt. Ça a démarré très tôt, Okay. mais c'est vraiment en train d'exploser depuis 2-3 ans, en fait. Moi, je suis arrivé en France, avant j'étais à Londres, en fait, c'est là où j'ai commencé le jiu-jitsu. Et je suis arrivé en France et c'est vrai que c'était vraiment pas développé comme maintenant. Il y a vraiment une grosse différence. Donc je suis arrivé en 2017, donc ça fait 8 ans, mais on a vu un gros bond après le Covid, en fait. Ok. Énorme bond après. Parce que tout le monde dormait par terre. Ouais, voilà. C'est ça. Mais depuis, ça a explosé énormément en termes de compétition. Il y a la Fédération française de Jiu-Jitsu brésilien qui organise plus de compétitions chaque année, qui organise plus de compétitions pour les enfants, qui organise plus de compétitions no-gi. Et on voit les salles sont pleines. Les salles sont pleines. Donc, si je comprends bien, la Fédération de Jiu-Jitsu, elle est séparée de la Fédération de Judo. Plus maintenant. Ils sont sous la tutelle ils collaborent avec la fédération de judo. Je sais pas quel terme employer exactement, mais maintenant ils travaillent ensemble. Super. Ouais. Donc, et vous avez eu à faire du judo? J'ai jamais fait de judo. Mais vous allez dire dans le jiu-jitsu. Mais est-ce que vous pouvez vous en sortir très facilement avec quelqu'un qui a eu à faire du judo? Ça dépend les règles. On a souvent des judokas de l'équipe de France qui viennent s'entraîner avec nous. Okay. Et quand on fait du jiu-jitsu, ça va. Mais je veux pas faire de judo avec eux. J'ai aucune envie. Non, mais c'est super s'entraîner avec des athlètes de ce niveau, d'une part, et de pouvoir échanger avec eux. Et encore une fois, d'essayer de les aider vis-à-vis de leur jeu au sol. Bien sûr. Bien sûr, debout, j'ai rien à leur apprendre, loin de là. Mais sur les aspects au sol, ils sont déjà très compétents. Mais c'est intéressant d'échanger à ce niveau-là sur le jiu-jitsu. Disons par exemple qu'il n'y a pas de règle de jeu. Il y a un judoka et quelqu'un qui fait du jiu-jitsu. Jiu-jitsu, hein. Jiu-jitsu. Ouais. Pourquoi? Je pense que le jiu-jitsu, c'est quand même plus... Bien sûr, je vais toujours dire jiu-jitsu. Mais je pense que le jiu-jitsu, il y a plus dans la mentalité, il y a quand même plus... à la base, c'est jiu-jitsu, c'est self-défense, c'est vraiment pour être capable de neutraliser un adversaire avec les soumissions, etc. Maintenant, c'est sûr que ça reste compliqué. OK. Et le no-gi, pour ceux qui veulent démarrer, vous allez recommander le no-gi ou avec, il peut être plus simple, avec kimono ou sans kimono? Encore une fois, hein, moi, je préfère avec kimono. OK. Je trouve ça plus intéressant. Après, moi, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, ce qui était bien, c'est que j'étais dans une école qui proposait les deux. Donc, directement, j'ai fait les deux. J'ai fait des compétitions en gi et en no-gi. Donc, après, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est d'essayer les deux et de voir ce qui plaît le plus, en fait. OK. Et mais vu qu'en général, dès que quelqu'un transite dans le MMA, il n'a pas un gi, mais finalement, le no-gi, peut-être... C'est plus facile de transférer du gi vers le no-gi. OK. C'est plus facile vers le no-gi. Ouais. OK. Parce que les grips,
c'est plus facile de se débrouiller sans les grippes que de se faire agripper. En fait, quand on n'a pas l'habitude de se faire agripper, ça change tout le game. En fait. Ah ouais. Donc, dans le sens inverse, c'est pas aussi vrai. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai fait du gi pendant longtemps, sans faire de no-gi. Et quand je retourne au no-gi, ça revient très vite, en fait. Ok. Ouais. Et vous avez passé un peu de temps au Bénin. Et Oui. vous avez eu à rencontrer quelques athlètes. Qu'est-ce que vous pensez du niveau du jiu-jitsu au Bénin? J'ai pas pu m'entraîner autant que je voulais, mais de ce que j'ai vu, c'est toujours intéressant et c'est toujours, comment dire. J'adore en fait aller dans les différentes académies, de voir où les gens en sont et de voir l'intérêt des gens, surtout pour le jiu-jitsu, toujours. Mais même si c'est pour le MMA, je trouve que, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens s'entraînent ici et qu'ils sont vraiment intéressés en fait par la pratique du jiu-jitsu et du MMA. Et je suis venu m'entraîner avec vous ici. Et il y avait des petits, des grands. Et tous, ils étaient super intéressés et vraiment la mise en pratique a été très très bonne. Je pense que aussi c'est dû au coach que vous avez ici aussi, vous devez faire du bon travail. Donc franchement, ça m'a fait super plaisir et encore une fois, c'est toujours le but de voir la communauté principalement pour moi du jiu-jitsu grandir. Et je pense que c'est des choses comme ici qui sont très importantes pour que dans le temps en fait. Le jiu-jitsu soit disponible partout pour tout le monde et qu'on puisse s'entraîner partout dans tous les pays du monde à un très bon niveau. Et je pense qu'avec le temps, ça va venir. Et ça va arriver plus vite que ce que vous pensez. Non, et bien sûr, en fait, on l'a remarqué parce que la majorité surtout quand les adultes ils démarrent, ils veulent tester parfois le judo, mais dès qu'ils embrassent le jiu-jitsu, ils comprennent que c'est une autre réalité. Ils adorent plus parce que ils aiment contrôler la personne, ils aiment pouvoir l'étrangler, le soumettre un peu rapidement. Oui. Et ça facilite beaucoup les combats, mais c'est aussi beaucoup de technique. C'est ça. Et puis je pense que le jiu-jitsu aussi a un côté très ludique, très fun, en fait, qu'on va pas nécessairement retrouver tout de suite dans le judo. C'est que les combats, c'est pas la même chose. Alors que même instinctivement, je pense que le jiu-jitsu, on peut, dès le premier cours, moi je fais combattre mes élèves dès le premier cours. S'ils sont confortables, bien sûr, je parle un peu avec eux avant. Et il y en a, on voit tout de suite que ça va pas leur poser problème. Et tout le monde se débrouille un peu, ou tout le monde au moins s'amuse, en fait. Et tout le monde passe du bon temps et est en train de kiffer. Et du coup, derrière, c'est des élèves qui vont revenir. Donc je pense au jiu-jitsu, c'est plus abordable. Quelqu'un qui a 25 ou même plus vieux, 30, 35 ans et qui veut commencer le judo à 35 ans, je pense que c'est compliqué. Ouais. Commencer la lutte à 35 ans, c'est compliqué. Commencer le MMA à 35 ans, c'est très très compliqué si on n'a aucun background, aucune base, qu'on n'a jamais fait de sport de combat. Je sais que ça attire quand même certaines personnes, mais je pense que de tous les sports de combat, le jiu-jitsu, ça reste le plus abordable. Non, c'est vrai qu'on a remarqué aussi qu'en général, dans le jiu-jitsu, déjà, tout se passe au sol. Oui. Et en général, je crois que les personnes sont habituées aussi à faire du grappling, sans savoir qu'il faut du grappling. C'est ça. Peut-être qu'il y a la technique qu'ils ne maîtrisent pas, et il faudrait juste quelques corrections pour que la personne puisse maîtriser cette technique. C'est ça. Mais en parlant d'un débutant qui vient et qui fait un combat, quelles sont les difficultés premières que ce débutant peut rencontrer? C'est mental, le jiu-jitsu, c'est très inconfortable. Donc se retrouver dans certaines positions, se faire appuyer sur la gorge, se faire un peu tourner les épaules, etc. Je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation pour comprendre ce qui fait mal, ce qui fait pas mal, ce qui peut me blesser plutôt, ou quand je suis en danger plutôt, on va dire. C'est plus le terme. Quand je suis en danger, puisque c'est le but, c'est de mettre en danger son adversaire. Quand j'étrangle mon adversaire, je le mets en danger de vie quand même, malgré tout. Donc c'est juste de comprendre à quel moment je suis vraiment en danger et à quel moment je peux m'en sortir. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc très majeur, très important, et c'est le plus dur à enseigner. Et surtout, on peut pas faire par rapport à soi-même tout le temps. Donc c'est assez difficile. Donc des choses où moi je vais pas taper, où je vais être capable de m'en sortir, etc. Il y a des personnes, elles vont pas être nécessairement capables mentalement. Je parle même pas techniquement. Et du coup, ça, il faut l'apprendre et il faut le faire comprendre aux élèves, mais c'est très long et c'est très lent. Bien sûr. Ouais. Je crois que aussi l'un des grands, pas un problème, mais la chose la plus importante à apprendre peut-être à un débutant, c'est d'apprendre à taper. Oui. Parce qu'en général, beaucoup de débutants ne comprennent pas quand ils démarrent.
Et quand ils sont en danger, ils ne savent pas qu'ils peuvent demander, OK, c'est bon, quoi. Ben, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui vont taper très rapidement. Oui. Et des fois, le danger est même pas vraiment là. C'est juste inconfortable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est juste que c'est gênant. Bien Je suis sûr. d'accord. Hein. Je dis pas que des fois, quand c'est vraiment trop pour les gens, je dis toujours, c'est ça où c'est très dur. C'est que j'essaie d'expliquer qu'on n'est pas nécessairement obligé de taper tout le temps. Oui. Mais d'un autre côté, il faut toujours que je revienne au fait qu'il faut taper aussi à un moment donné. Si vraiment c'est trop, il faut taper. Il faut pas se poser de questions. Bien Donc sûr. c'est sûr qu'il faut. Alors quand on a les jeunes, les ados surtout, leur faire comprendre qu'il faut taper, c'est sûr que c'est plus dur qu'avec des gens qui sont plus vieux et qui ont un peu peur de se blesser, etc. Et les ados veulent pas perdre en fait. Donc s'ils tapent, ils perdent. Donc c'est sûr que c'est deux travails très différents. Et les gens sont très différents à chaque fois. Donc c'est ça la difficulté. Donc ça revient à ce que je disais. Donc il y a des gens qui taper, ouais, c'est vraiment. Mais c'est toujours mieux de taper quand même pour éviter de ne Toujours pas se mieux. blesser, quoi. Si, C'est ça. surtout quand tu sais que tu n'aimes pas, bon, surtout quand tu es débutant. Oui, Maintenant, quand tu as déjà le temps de la pratique, tu C'est ça. t'habitues et là, voilà, tu sais quand résister, quand ne pas résister. c'est ça. Donc, il y a aussi un grand souci parce que moi j'ai remarqué quand j'ai fait mes premiers grappling, Oui, je pouvais faire 2 minutes de sparring, ne pas m'étouffer. oui. Mais dès que je rentre dans le grappling, je me rends compte que très souvent, en quelques secondes là, Ouais, c'est pas pareil. Hein. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, je pense encore une fois, à partir du moment où on essaye de maintenir quelqu'un, c'est totalement différent que d'essayer juste de garder de la distance et de faire du striking avec la personne. Dès qu'on commence à être au sol et à se tenir et à se pousser, c'est sûr que c'est énergivore. Et je pense qu'on le voit même en MMA, la partie lutte et la partie grappling, c'est celle qui fatigue vraiment les athlètes. Je pense que n'importe quel combat, on prend dans l'UFC, dans Oui. n'importe quel combattant, on met 15 rounds de striking et je pense qu'ils sont capables de le faire. Donc je pense que c'est vraiment la partie grappling et appréhension en fait, ou lutte et JJB qui Qui fait la différence. fait la différence. grosse différence. Et quel conseil vous avez à donner aux pratiquants et aux athlètes pour pouvoir quand même gérer ce côté fatigue? Parce que elle est très remarquée, très souvent, même dans les grandes compétitions, vous remarquez qu'après une levée, un amené au sol, Oui. le monsieur est carrément très fatigué, déjà épuisé. Oui. Et quel conseil vous donnez très souvent dans ce sens? Moi, je vais donner que des conseils en jiu-jitsu parce que c'est vraiment là où j'ai le plus d'expérience. Je me permettrai pas de donner des conseils pour le MMA, mais en jiu-jitsu, c'est de prendre à l'entraînement déjà, c'est de pas prendre de repos quand on est fatigué en fait. Justement parce qu'on fait du jiu-jitsu, on n'est pas dans une partie striking. Vous êtes épuisé en boxe, vous allez descendre les bras ou en kick, peu importe en striking. Inconsciemment, vos mains elles vont descendre, vous allez vous faire taper. Okay, même si vous êtes avec des bons partenaires qui vont pas nécessairement taper fort, ça va être très très difficile. En jiu-jitsu, de se mettre en mode économie d'énergie, juste survivre, en fait, c'est possible. Et c'est vraiment un très bon exercice. Donc moi, même quand je suis fatigué, je suis vraiment exténué, j'essaye de continuer à combattre et à garder des bonnes positions en fait, et pas me faire soumettre en fait. Ça va être plus mon objectif plutôt que de gagner. Ok, super. Et quelle est votre vision dans le long terme? Je sais que vous m'avez parlé de votre académie. Vous avez déjà une vision après cela. Et quelle est votre vision dans le long terme pour le BJJ? C'est de mettre, je dirais presque ma pierre à l'édifice, mais c'est de faire partie en fait de ce mouvement-là, et je pense que c'est le bon moment pour en faire partie et de vraiment participer à renforcer, à continuer à faire grandir la communauté du jiu-jitsu brésilien, le niveau des athlètes en France. Encore une fois, c'est pour ça que le travail avec les enfants il est super important, et d'avoir en fait une école, un groupe compétiteurs et non compétiteurs de pratiquants réguliers qui aiment venir s'entraîner au jiu-jitsu. Mon but, c'est que les gens ils soient contents de venir s'entraîner au jiu-jitsu et qu'ils veulent faire du jiu-jitsu pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, et d'être ceinture noire et de continuer à différentes étapes de leur vie, à des fréquences différentes, mais de juste d'avoir des gens qui soient heureux de faire du jiu-jitsu. Moi, c'est tout ce que je veux. Super. Encore, notre vision se rattrape à un point intéressant. Déjà, au Bénin, le jiu-jitsu, c'est un truc assez nouveau, pour être sincère. Le judo, c'est quand même l'art primaire, où la majorité de ceux qu'on retrouve aujourd'hui en jiu-jitsu
ont eu déjà pratiqué le judo. Donc, du coup, on essaie aussi de faire la promotion du jiu-jitsu Oui. sur beaucoup de... comme on le peut. Mais aujourd'hui, en termes de club ou en termes de pratiquants de jiu-jitsu, on n'est pas encore au nombre. Donc, c'est un travail quand même qui va prendre un peu de temps. C'est ça. Mais comment s'est passé, au fait, parce qu'aujourd'hui, moi, dans les 2 dernières années, il y a quand même un grand développement du jiu-jitsu en Oui, France. oui. Comment cela s'est passé et comment on peut répliquer peut-être ce même style? En France, il y a eu un gros événement, je pense, c'est que le MMA a été interdit pendant des années. Et en 2020, le MMA a été légalisé en France. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. L'explosion du MMA, qui est devenu un peu plus mainstream et que les jeunes voient à la télé, ça a aussi beaucoup aidé. Je pense qu'il y a des gens qui voient le MMA, ils disent je vais faire du MMA, et en fait, quand ils arrivent et qu'ils commencent à se prendre des coups, ils changent un peu d'avis et ils disent ah, peut-être Jiu-Jitsu, c'est pas si mal, c'est peut-être un peu plus simple. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Je pense que s'appuyer sur le MMA, c'est une très bonne chose. S'appuyer sur le judo, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut être patient. Il faut continuer à faire la promotion du sport. Les gens qui connaissent pas encore, il faut leur expliquer. Je pense encore une fois, à travers le MMA, à travers le judo, qui vont être plus connus actuellement. Hier, je suis sorti, on est allé dans un bar-restaurant et il y avait le MMA à la télé, il y avait l'UFC à la télé. Donc je pense que la cible, elle est là, pour qu'il y ait déjà des bars qui retransmettent des combats de UFC et que tout le monde regardait. Donc je pense que déjà, à travers ça, à travers le MMA, je pense que c'est vraiment un peu plus simple de faire la promotion du Jiu-Jitsu. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Mais bon, il faut être patient et je pense que ça va se faire naturellement. Et en effet, évidemment. Là, ce qui est aussi intéressant, peut-être dans le futur, quand vous serez encore ici, on pourrait organiser des stages pour permettre quand même aux différents clubs de pouvoir aussi participer dans le futur et voir de quelle manière on pourra aussi travailler ensemble pour pouvoir permettre à nos athlètes de pouvoir confronter certains athlètes de la France et voir comment faire ce travail régulièrement pour donner un peu l'envie. Parce que là aussi, un grand problème, s'entraîner, c'est une chose, mais avoir la chance de pouvoir compétir te donne différentes expériences et t'amène à un autre niveau. Je suis d'accord, la compétition, alors autant j'ai jamais forcé personne à aller en compétition, autant j'ai toujours expliqué que la compétition pouvait vraiment aider à progresser et qu'était une étape. Moi, pour moi, enfin, je serais pas là où j'en suis si j'avais pas fait de la compétition. Bon, je pense que naturellement, je suis quelqu'un qui a toujours été compétiteur depuis très jeune aussi, dans des sports comme le foot et le basket, donc c'est très différent quand même. Maintenant, je sais que c'est difficile d'aller en compétition. Donc, pareil, il faut, en tant qu'enseignant, il faut expliquer aux gens que c'est sûr que ça va être difficile, mais qu'à travers ça, en fait, ça change toute la conception et l'approche qu'on va avoir de sa pratique et de ses entraînements. Ça donne un focus, ça donne la possibilité de voir en fait ce qui marche pas, là où on est fort, là où on est faible. Et du coup, c'est sûr que les compétitions, ça va être un gros plus pour attirer les gens et même si ça reste une minorité. Je pense dans les clubs, si vous avez 10% ou 15% de compétiteurs, allez, on va être généreux, on va dire 15% de compétiteurs. C'est le grand max, grand max. Mais c'est vraiment, moi je conseille à tout le monde d'y aller, même si c'est dur et c'est désagréable. Mais bon, je pense que le Jiu-Jitsu, c'est dur et c'est désagréable. Et pourtant, on est là à en faire et à vouloir le promouvoir aujourd'hui. Donc ça reste dans la même lignée. Ça, c'est sûr. Vous avez bien fait beaucoup de sport. Maintenant, enlevez votre casquette de Jiu-Jitsu. Oui. Okay? Si vous devrez dire à une personne... Non, faites-le, essayez. Si vous devez demander à une personne qui n'a jamais pratiqué un art, disons une jeune personne, qui doit démarrer un art, que ce soit le basketball, que ce soit le football ou la boxe ou le kickboxing, pour lui permettre d'avoir toutes les capacités ou les habiletés pour pouvoir faire facilement le sport de combat dans le futur, ça serait quel sport? La lutte. Hein. La lutte? Ouais. Si je dois pas répondre Jiu-Jitsu, la lutte. Pourquoi? La lutte, je pense que physiquement et au niveau cardio, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc on parlait de fatigue, etc. Tout à l'heure, et je pense qu'en lutte, c'est encore un autre niveau. Et au niveau des entraînements aussi. Et puis après, ce que ça offre en termes de mobilité, flexibilité. Et je pense qu'il n'y a aucun autre sport qui va... si en plus on est jeune, on commence jeune, je pense qu'il n'y a aucun autre sport qui va développer autant l'aspect physique et cardio
et donner une très très grosse base après pour tous les autres sports de combat. Oui. Je lisais même un livre la dernière fois et dans le livre, il a été écrit, quelle que soit la technique que tu maîtrises, tu as deux choses d'abord primordiales, qui est la première des choses, strength, et la deuxième, c'est le cardio. Oui. Et même si tu as l'instinct, tu peux tout avoir, mais si tu rates strength et cardio, tu perds ton combat toujours au niveau 3. C'est ça. Donc, ce qui revient à ce que tu viens de dire exactement, avoir quand même assez de force, assez de mobilité, c'est très important pour l'ensemble des athlètes. Tu as un mot de fin pour nous? Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait venir pour le podcast. Merci de m'avoir m'avoir accueilli pour l'entraînement ici. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de revenir, en fait, d'une manière générale, au Bénin, parce que ça allait très, 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 très vite. Ouais. Et la prochaine fois, j'espère m'entraîner un peu plus avec vous, avec d'autres gens aussi, ça m'intéresserait. Là, j'ai pas pu faire malheureusement, mais ouais, j'ai hâte de revenir. Et encore une fois, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de m'entraîner avec vous et d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir et on espère quand même que les prochaines fois, on pourrait avoir des compétitions entre le Bénin et la France, des compétitions amicales, et aussi avoir des stages pour l'ensemble des athlètes et faire la promotion ensemble du Jiu-Jitsu. Ouais, je vois que ça commence un peu aussi à exploser partout en Afrique de l'Ouest. J'ai des amis plus du côté de la Côte d'Ivoire et ils commencent déjà aussi à lancer des opérations. Donc je pense qu'il y a un truc à faire aussi entre les pays limitrophes, avec la France. Je pense que c'est faisable et que dans le futur, pas si lointain, ce serait vraiment magnifique de voir des choses comme ça se réaliser. Super. Merci encore. Merci beaucoup. Merci pour le passage.